effectivement, avec Célia, on s'était dit qu'on avait envie de faire un événement sur le recrutement. On voulait un peu approcher l'aspect pénurique, parce que ça nous touche aussi dans notre quotidien. Célia, je te laisserai juste te présenter après. Bien entendu, en une heure, on ne peut pas couvrir tout le champ des possibilités. Ce sont juste des actes de réflexion que nous, on a réussi à mettre en œuvre au quotidien et qui, pour l'instant, portent plutôt leurs fruits. Et bien entendu, il faut réadapter et contextualiser à chaque entreprise. On ne recrutera pas de la même façon un restaurateur qu'un ouvrier dans un secteur comme un tech dans le développement, par exemple. Donc voilà, Célia, je te laisse dire quelques mots, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Moi, je m'appelle Célia, donc je dirige un cabinet de recrutement et de formation, aussi du bilan de compétences, et je recrute. Mon entreprise est basée aux Antilles, donc là je suis en Martinique. On recrute un petit peu pour la métropole, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de recrutement plutôt Antilles-Guyane, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et là, la pénurie de profils prend aussi tout son sens parce qu'on a vraiment du mal à trouver à la fois des profils en local ou de faire venir des candidats qui vont rester dans la durée. On est obligé d'être un petit peu inventif sur les techniques, les méthodes, la façon de faire. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'était avec Sarah de pouvoir vous partager un petit peu tous nos axes de réflexion et surtout que vous puissiez alimenter avec vos problématiques. Et n'hésitez à nous interrompre pour poser aussi vos questions par rapport au contexte dans lesquels vous avez à recruter. Voilà. Super. Donc on avait prévu en fait d'aborder un peu la thématique sous 3 angles différents. En premier lieu, juste en intro, on vous mettra un petit peu un état du marché, des chiffres qu'on a trouvés récemment sur où en est le marché, pardon. Ensuite, le tour de table, on l'a fait, mais on voulait également vous proposer un peu les techniques de recrutement que nous, on déploie de notre côté. Comment approcher aussi les candidats, est-ce que ce soit en direct ou pas, le rôle de la marque employeur, évidemment, ça reste un grand enjeu, on entend parler un peu tout le temps maintenant, c'est devenu le nouveau axe de développement un peu depuis les années 2020. Et puis, on s'est penché sur la dernière question et sur laquelle moi je travaille beaucoup en interne sur le coup, c'est les nouvelles alternatives qu'on peut trouver. Voilà, je te propose, Célia, si tu peux un petit... Donc, quelques chiffres, je ne vais pas tous vous les lire, mais c'était en tout cas assez parlant. C'est qu'au final, il y a de plus en plus de recrutements qui se lancent. Il y a 12% d'augmentation en 2022 par rapport à 2021, et ça représente 3 millions d'offres aujourd'hui qui sont à pourvoir. Il y a 70% des offres qui sont dans le même secteur, donc l'industrie, l'hébergement, restauration et la construction, qui montrait un peu du coup cette pénurie dont on entend tout le temps parler, dont on voit tout le temps aux infos pour les restaurateurs, l'hôtellerie, les chauffeurs de bus, etc. Tout est un peu centralisé sur la même localisation. Il y a aussi 40% des cadres qui auraient des projets de mobilité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous qui cherchons à recruter. Mais comment les attirer, c'est un peu la question aussi. Et il y a 90% des employeurs qui estiment que leur recrutement prévu... 90% des employeurs qui estiment que les recrutements prévus auront bien lieu, mais ils prendront plus de temps ou devront déployer plus de moyens, ou en tout cas revoir leurs critères à la baisse pour pouvoir arriver finalement à trouver ce recrutement. Et il y a 25% d'entreprises qui ont abandonné certains projets de recrutement, parce que c'est devenu compliqué pour eux. Voilà, je ne veux pas forcément vous faire tout un laïus, mais c'est du coup 60% des entreprises qui ont des difficultés à le faire. C'est 3 fois plus qu'en 2020, enfin 13 points de plus qu'en 2021. Donc 45% d'entreprises embauchent sans finalement avoir toutes les compétences requises. Après, c'est le rôle des soft skills, hard skills, toujours le même débat, où est-ce qu'on partage. Il y a 29% des entreprises qui font appel à des cabinets, en tout cas à des aides pour recruter. Et on estime qu'en moyenne, et là je nuance un peu le chiffre, ça fait 5 300 € le coût moyen d'un recrutement, mais c'est vraiment effectivement, Célia, tu pourras me le confirmer, mais variable d'un profil à l'autre. Exactement. Ça va vraiment dépendre du type de compétences, de la localisation, de beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un chiffre qui donne un ordre de grandeur, mais c'est vraiment très, très variable et ça peut être moins aussi. On en parlera tout à l'heure via de la cooptation en interne, tout ça, mais effectivement, ça c'est une moyenne sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis du coup, ensuite, on a
on a voulu revenir avec Sarah sur qu'est-ce qu'un profil pénurique, parce que potentiellement, on entend beaucoup d'entreprises qui nous disent, bah voilà, ce profil-là est pénurique. En gros, c'est quelqu'un qui va, de par ses compétences, avoir soit une spécificité particulière, soit en termes de rareté, on aura vraiment du mal à la trouver sur le marché. Et pourtant, c'est un talent dont vous avez besoin dans vos entreprises ou chez vos clients, qui est indispensable totalement au fonctionnement de l'entreprise, sans quoi ça peut être un ouvrier sur une ligne de prod, ça peut être un responsable maintenance qui, si cette personne-là n'existe pas dans votre organisation, ça la met vraiment en difficulté. Ou ça peut être aussi, nous on le voit pas mal sur le territoire en Guyane, ça peut être un frein au développement de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise se porte bien, on veut se développer sur d'autres territoires ou sur d'autres sites, par exemple, de production, et finalement, c'est la ressource humaine qui nous manque pour le faire, ce qui est quand même plutôt dommage. Donc voilà, on est revenu sur vraiment la définition globale de ce que c'était. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de faire un petit audit. Alors, quand vous êtes en interne, de comprendre pourquoi votre secteur d'activité est pénurique. Et quand c'est chez vos clients, on a parfois des clients qui nous disent bah, là, je ne trouve pas tel ou tel type de candidat, de faire un petit état des lieux quand on arrive chez le client ou nous en interne, de se dire mais est-ce que vraiment l'offre qu'on propose en termes de profil, est-ce qu'elle est attrayante? Est-ce qu'on la cible bien? Est-ce que nos outils de sourcing, déjà, est-ce qu'ils existent? Normalement, oui. Et est-ce qu'ils sont adaptés à la recherche qu'on a à faire? On ne va pas chercher sur LinkedIn un ouvrier sur une ligne de prod dans la Creuse. A priori, il n'y est pas. Donc voilà, vraiment définir quels sont les outils de sourcing dont je dispose et comment je peux les multiplier aussi pour favoriser peut-être d'autres canaux auxquels je n'aurais pas pensé. Et puis, est-ce que les caractéristiques de mon offre d'emploi, elles correspondent à la réalité du marché? Parce qu'on peut sourcer très longtemps. Si la réalité du marché en termes de salaire est différente de ce qu'on propose, on n'attirera jamais de bons profils. Et puis, oui. Ouais, est-ce que je peux te couper 2 secondes en disant, toi, qu'est-ce que tu préconises à tes clients justement pour faire cet état des lieux du marché? Où est-ce que tu les envoies pour se renseigner ou autre? Alors, ça dépend si c'est des cadres ou des non-cadres. Les cadres sur l'APEC, on a une petite idée un petit peu du niveau de salaire, mais des fois, je trouve que c'est un peu large. Par exemple, si c'est entre 60 et 120, ça ne nous aide pas trop en termes de salaire. C'est en interrogeant, nous, en tout cas, pas mal les candidats sur « OK, vous en êtes où aujourd'hui ?» de comparer un petit peu entre les candidats qu'on rencontre. Et si on se rend compte qu'ils sont 30-40% tous au-dessus de notre offre, c'est peut-être que notre offre est complètement déconnectée. Donc, les meilleurs ambassadeurs pour répondre à cette question, ça reste les candidats. Parce que finalement, sur les réseaux, on va trouver des études de rémunération, mais je trouve qu'en fonction vraiment de la localisation, entre Paris et la province déjà, il y a trop de décalage. Donc, sonder les candidats, ça reste, nous, notre meilleur outil, en tout cas. Et ça permet après de réadapter en interne, se dire, bon, là, on s'est fixé cette fourchette, peut-être qu'on va commencer plus haut ou laisser 20% de plus si vraiment on a le bon profil, quoi. Ok. Voilà. Et puis, il y a aussi un sujet sur le temps prévu et le processus de recrutement. On voit pas mal d'entreprises qui ont des process à rallonge, sauf qu'en fait, on est dans un marché où les candidats sont beaucoup sollicités. Plus on prend de temps pour leur faire un retour d'entretien et plus les entretiens sont longs, il y en a 4, 5, 6, on perd rapidement les candidats. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps, bien sûr, de les rencontrer, de les faire rencontrer par plusieurs personnes, mais essayer aussi de communiquer entre les entretiens, de dire, voilà, cet entretien, c'est une première étape, c'est très bien passé. Je vous explique la prochaine étape. C'est dans tant de temps avec telle personne et après, vous serez fixé. Comme ça, le candidat, il sait où il va. Il peut éventuellement faire patienter les autres pistes qu'il a, mais on ne le perd pas dans un processus où il faut qu'il passe des tests, il faut qu'il vienne au siège, il faut après qu'il repasse d'autres tests. En tout cas, que le process, en termes de temps, on puisse rapidement annoncer au candidat combien de temps ça va prendre et où il va, vraiment. Et puis, pour quelles raisons les candidats refusent nos offres? On a parfois des entreprises qui nous disent, oui, on a eu 5 refus de propositions. Alors, c'est assez étonnant. L'idée, c'est vraiment de creuser le pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Et du coup, à l'avenir, comment on adapte notre processus pour éviter, en tout cas, limiter ces refus de propositions qui sont dommages parce qu'on a pris du temps pour rencontrer les candidats. Voilà.
ensuite, on est passé avec Sarah sur les techniques de recrutement. Alors, 3 techniques assez, on va dire, vraiment qui sont la base. Hein. Comme on dit, on vous pose juste un cadre. Et après, vous nous parlerez un peu du contexte de l'entreprise. On essaiera d'aller un peu plus loin en fonction de vos contextes. Mais en premier, c'était de rendre ces annonces attractives. Je sais que je le vois au quotidien et on m'en envoie en plus pas mal d'annonces à relayer. J'ai des annonces, je trouve ça catastrophique. C'est ennuyeux, excusez-moi du terme, mais ennuyeux à mourir à lire. Il n'y a rien qui ressort, c'est pas attractif, ça donne pas envie. Donc on s'est dit, voilà, il y a des petites pistes sur lesquelles on a réfléchi. J'ai des exemples à vous donner aussi, à vous montrer qui peuvent permettre de dynamiser. Ensuite, Célia vous en parlera, mais comment varier les canaux. LinkedIn, c'est chouette. Indeed et la PEC ou autre, c'est bien, mais il y a franchement, tout le monde va dessus, donc il y a des moyens d'aller sur d'autres terrains qui sont un peu plus, on va dire, qui permettent un accès à d'autres communautés. Et puis après, surtout, et ça reste toujours un peu l'enjeu, c'est comment on mesure nos actions et comment après on les adapte. Donc, pour les annonces attractives, moi, j'avais essentiellement relevé 3 points qui m'ont pas mal fait travailler ces derniers temps et sur lesquels j'ai relevé des annonces et je me suis dit, c'est pertinent de le faire. Je prends le dernier point, mais c'est le basique, prendre le soin nécessaire à la rédaction des annonces. Donc, quand on voit effectivement des annonces qui sont avec parfois beaucoup de fautes d'orthographe, pas forcément bien rédigées, il manque des mots, il y a des points pas clairs, il y a des 3 petits points, où on a une rémunération avec marqué rémunération attractive. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ou aussi, et Célia t'en parlera aussi tout à l'heure, mais avec des avantages qui n'en sont pas. Une mutuelle et un ticket restaurant, certes, mais je crois que c'est la base. Je pense que ce ne sont pas des avantages, ce sont des prérequis. Donc voilà, c'est vraiment prendre le temps de rédiger son annonce, de la relire, de la faire valider aussi par ses managers, par les personnes concernées et de la rendre la plus claire, la plus synthétique possible. Les annonces qui sont soit effectivement mal rédigées, soit à rallonge, c'est un peu contraignant. Quand il faut lire 5 minutes avant d'arriver au bout, enfin aux premières missions, ça devient un peu long. Il y a 2 axes sur lesquels j'ai pas mal travaillé avec des entreprises et sur lesquels j'aime bien. Déjà, c'est de se démarquer. Effectivement, il y a plein de formats qui se mettent en place, on les voit de plus en plus passer, mais ça permet aux candidats de s'identifier finalement et de connaître son équipe peut-être en amont. J'ai vu par exemple chez Conto, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une banque en ligne, ils ont mis tout un paragraphe sur leur manager. C'est-à-dire que vous rejoignez telle équipe, et votre manager a fait tel parcours, il vous formera sur ça, il a ses attentes, il a tel prérequis. Et finalement, je trouve que c'était une façon de se projeter, de se dire, tiens, dans quelle équipe je vais? Certes, je vais faire une mission d'un poste que je connais, je n'ai pas forcément besoin de tout le détail, mais par contre, le point de vue de savoir comment ça va se passer avec mon manager, quel type d'équipe, qui sont les personnes dans mon équipe, c'est 4 personnes je reprends un profil tech, mais qui sont à l'aise sur telle technologie, qui vont vous faire évoluer sur telle technologie. Ce sont des manières aussi d'approcher différemment et de montrer aux candidats pourquoi il aura envie de vous rejoindre, plus que des fiches de mission, parce qu'effectivement, les missions sont toujours un peu caractéristiques et toujours un peu similaires d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est une façon de se démarquer, se dire qu'est-ce que je peux lui offrir. Ça peut être aussi, je l'ai vu passer, des annonces rédigées par des pairs, c'est-à-dire que c'est vos collègues, une équipe qui va rédiger une annonce en disant on cherche notre futur collègue, notre futur collaborateur pour rejoindre notre équipe. Voilà comment on fonctionne, on est 3, ça met un visage, ça personnifie déjà et c'est pas mal. Ça peut être effectivement aussi parler des futures technologies ou des technologies qu'on utilise maintenant, qu'il faut mettre en avant. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des profils tech, mais Célia, tu pourras peut-être nous dire d'autres technologies qui peuvent être utilisées sur d'autres profils. Voilà, après, ça peut être des témoignages des équipes, il y a plein de façons d'attirer, de démarquer, de dire pourquoi nous rejoindre plus qu'une fiche de mission, en fait. Et ça peut être glissé de façon subtile dans l'annonce. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Sarah, excuse-moi, je t'ai coupé. Sur le manager, je trouve que c'est aussi ça rend le process humain. Et sur LinkedIn, on peut le faire assez rapidement quand on partage une annonce. Voilà, est-ce que vous avez envie de travailler avec monsieur Untel? Et je trouve que, comme tu dis, ça rend le processus, le candidat se projette tout de suite. Ah ok, je travaille avec cette personne, il peut regarder son parcours, et surtout, il est prêt. Quand il rencontre le manager, il sait déjà un petit peu à qui il a affaire et du coup, il pose les vraies questions qui l'intéressent. Comme tu dis, au-delà d'une fiche de poste qui peut être un petit peu redondante parfois. Et je trouve que c'est vraiment une bonne approche. En tout cas, ça humanise vraiment tout le process et je vous invite à le faire parce que je pense que ça fonctionne bien pour capter les candidats. Effectivement, et finalement, c'est qu'un tout petit, c'est pas beaucoup de travail en plus. Exactement.
Et c'est assez vendeur et ça travaille aussi votre marque employeur, je pense. Quelque part, quand on met aussi en avant ces managers, c'est aussi une façon de les valoriser. Donc, c'est un Ouais. peu gagnant sur tous les points de vue. Également, sur lequel je voulais un peu insister, c'était de pouvoir. Alors, c'est parfois un peu compliqué de le faire dans l'annonce, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus ça devienne un livre. Mais peut-être envoyer avec des liens ou le faire avant le premier processus. Je sais qu'on le faisait, nous, c'était une façon, pourquoi nous rejoindre? Alors certes, on va mettre en avant ses valeurs, ses grands principes, etc. Mais c'était aussi de dire, voilà pourquoi on a besoin de vous. On va vers telle équipe, on a besoin d'évoluer sur telle technologie, on a besoin de grandir sur comme tu l'as dit, on a besoin de recruter une personne pour développer un autre centre de production, etc. Et c'est d'impliquer et de montrer au candidat que certes, ce n'est pas juste un candidat, mais pourquoi on va le faire et pourquoi on a besoin de lui. Et ça lui permet aussi de se projeter déjà. Alors, je pense que moi, je le fais entre le moment où j'ai reçu la candidature et avant l'entretien. Ça lui donne déjà aussi des premières pistes de réflexion. Donc, je préfère, s'il se décourage, le perdre avant qu'après. Et puis ça permet effectivement de l'impliquer déjà, qu'il arrive avec un déroulé de questions qui sont déjà un peu dans l'entreprise. C'était une valeur, moi, c'est une valeur que j'aime bien apporter. Ça demande un peu de travail. Mais en tout cas, c'est pour moi nécessaire. Et je reviens juste aussi sur le format vidéo que vous pouvez faire avec les managers. C'est important que chaque manager travaille pour chaque profil. Ça, c'est un peu compliqué, surtout dans des équipes managériales qui sont énormes. Mais par exemple, si votre directeur financier peut parler d'une façon pour votre comptable et d'une autre façon pour le secrétaire administratif, ça sera deux axes différents. Voilà, il faut vraiment travailler par poste, par profil. Ça demande un peu de temps. Après, ce sont des vidéos, généralement, je sais que moi, je les fais sur 1 ou 2 minutes, donc c'est pas très long. Mais vraiment, personnifier aussi, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire sur vos annonces. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Hein. On n'a pas forcément vocation à tout savoir. Ce sont des propositions qu'on fait, rien de plus. Ou des bonnes idées, n'hésitez pas. Et du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est de varier les canaux de recrutement parce qu'on pense souvent aux annonces et effectivement, ça peut fonctionner plutôt bien sur certains profils. Les job boards, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, Indeed, APEC, Cadre Emploi, pour pas les citer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres idées qui peuvent permettre d'approcher des profils. Par exemple, nous, on recrute pas mal d'opticiens ici aux Antilles. Et les opticiens sont difficiles à capter, très sollicités. Et on s'est mis dans des groupes un petit peu sur les réseaux ou des forums très spécialisés. Et là, on a affaire qu'à une population vraiment d'opticiens. Et du coup, c'est plus facile de les approcher. On est dans une espèce de communauté un petit peu de pairs. Donc ça fonctionne pas mal. Les forums spécialisés aussi. Et puis, sur Internet aussi, vous pouvez sponsoriser vos annonces. Alors, ça coûte quelques euros par jour. Il faut avoir un petit budget sur le recrutement, mais c'est vrai que ça permet à votre annonce de ne pas être noyée dans une masse d'annonces au final et qu'elle remonte tout de suite en tête de liste. Donc, ça pourrait être, je pense que nous, on l'utilise et ça fonctionne plutôt pas mal. Et ensuite, tout ce qui est initiative interne, la cooptation ou la mobilité, souvent, on se rend compte que vos salariés connaissent d'autres personnes qui potentiellement pourraient être intéressées pour travailler sur le site sur lequel ils sont ou sur d'autres sites. Et du coup, les inciter en cooptant des profils via une prime ou via, en tout cas, une incitation en interne, ça peut permettre en fait de générer des candidatures qualifiées et ciblées à un coût qui va être plus faible que passer par un cabinet, par exemple, ou de publier même une annonce sur Cadre Emploi, ça coûte assez cher. Et puis, bien sûr, le réseau, l'idée, c'est d'aller vraiment au-delà des candidats, parce qu'on se rend compte que les candidats, ils vont plus vraiment spontanément venir vers nous. Donc, aller les rencontrer dans des salons, mettre en place des partenariats avec des écoles. Si vous êtes, par exemple, sur des profils très... on avait le cas pour un centre auto qui cherchait des mécaniciens. Ils ont mis en place un partenariat avec un CFA pour avoir les candidats dès le stage chez eux, et ensuite pouvoir les embaucher. Donc ça, ils nous ont dit que ça fonctionnait plutôt bien sur des métiers très techniques, très, très pénuriques. Célia, je rebondis juste par rapport aussi aux canaux. Pour les
2 exemples. Fut une époque où je recrutais pour Nicolas, je pense que vous connaissez le vin, enfin les magasins spiritueux et de vin. Et c'est pareil, c'est des profils un peu compliqués à avoir, tout ce qui est passionné d'œnologie. Et du coup, j'avais été juste sur Facebook, j'ai tapé œnologie ou vin, et j'avais rejoint pas mal de groupes passionnés de vin. Et c'est comme ça notamment que j'ai pu trouver 3 directeurs de magasins et que c'était une façon de le faire, en fait, de rejoindre des passionnés. Et après, certes, il n'y a peut-être pas tous les diplômes officiels, etc., mais c'est parfois des vrais passionnés. Et c'est comme ça qu'au finalement, on avait des très, très bons produits qui sortaient. Ouais. C'était partie d'exemple, donc n'hésitez pas. Ou aussi, il y a, et ça je le fais actuellement, il y a des groupes par ville. Que se passe-t-il, je sais pas forcément, mais que se passe-t-il à Toulouse, les potins de Paris ou j'en sais rien, ce sont des groupes sur pas mal de réseaux sociaux, donc notamment Facebook marche bien. Et là-dessus, vous pouvez publier vos annonces parce que finalement, vous allez toucher vraiment votre population en cœur de métier, enfin en cible en tant que région. Et il y a un profil de métiers divers. Et je sais que c'est des choses qui marchent très bien pour les profils non cadres, notamment. Je vois pas mal de recrutements et d'annonces se faire via ces canaux-là. Et pour les profils non cadres, donc de services ou là, ce que j'ai vu dernièrement, c'était effectivement des agents d'accueil pour un événement spécifique ou voilà, des extras pour certains profils. C'est des canaux qui marchent, qui fonctionnent très bien. Et qui ne coûtent pas très cher, du coup. Bah, rien du tout, même. Donc, ça va avoir son profil Facebook, voilà, c'est la seule restriction. Ok, très bien. À toi, Sarah. Donc, j'ai bien entendu, et Célia, tu l'as fait un petit peu au début, faire régulièrement son auto-audit, comprendre effectivement ce qui ne marche pas, se poser des questions. Et pour faire son auto-audit, on avait bien aussi, et souvent on remarque que ce n'est pas toujours fait, de se poser des objectifs, en fait, simplement. Quel est le taux normal de retour pour une annonce? Combien moi j'en suis? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'arrive à obtenir mon objectif de sourcing? Est-ce que la durée de mes process correspondent à la moyenne des durées de process qu'on peut observer? En termes qualitatifs, est-ce que finalement les entretiens, quand j'arrive en entretien, les profils qui arrivent en entretien sont-ils bons? Est-ce que finalement c'est des profils qui ont été suffisamment ciblés? Est-ce que j'aurais pu les écarter peut-être au début ou est-ce qu'il faut que je fasse une sélection? Quelles sont les choses qui ont bloqué mon recrutement et essayer de réagir? Donc, c'est vraiment se poser des objectifs. Je ne sais pas si Célia, tu peux peut-être nous donner quelques chiffres à peu près moyens sur le taux de retour d'une annonce ou des objectifs de sourcing qui sont probablement atteignables facilement. Oui, complètement. Il ne faut pas négliger le nombre d'approches qu'on va faire. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, j'ai déjà appelé 10, 20, 30 candidats. Hier, mon collègue, on a un poste en ce moment en Guyane pour le centre spatial. Et en fait, il a approché 300 candidats sur LinkedIn. Et c'est bien parce qu'il a un taux on lui donne le taux de transformation. Et c'était 0,3% de réponse. Donc, c'est aussi pour vous dire malheureusement, il faut faire du volume pour avoir des objectifs. C'est-à-dire que parfois, alors là, c'est un peu exceptionnel, c'est un ingénieur en Guyane, donc on savait qu'on allait avoir du mal à trouver dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des clients d'entreprise qui me disent on a appelé beaucoup de personnes, voilà. Beaucoup, c'est assez... Enfin, je pense qu'il faut vraiment envoyer énormément de contacts, notamment dans la tech. Sarah, tu disais tout à l'heure... sur des profils tech, il faut multiplier vraiment, vraiment les approches pour avoir un taux qui peut être bon. Après, le taux est meilleur normalement entre les gens que vous avez pu capter en entretien et le deuxième tour d'entretien. Mais sur ce premier taux, la transformation de sourcing, ne vous découragez pas s'il est faible, c'est normal. C'est normal. Donc, voilà. Ça dépend vraiment des postes et puis des localisations, mais par contre sur la durée du process, à partir du moment où le process dure plus de 2 ou 3 semaines, on perd la moitié des candidats. Donc vraiment raccourcissez les temps. Si vous pouvez tout faire en 10 jours, et puis il y a parfois des entretiens qui sont très redondants pour les candidats parce que l'adjoint du service ou le DG veut quand même être dans la boucle. Ça peut se comprendre, mais l'idée c'est vraiment de mesurer, est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'au final, on sait que c'est des personnes qui sont très prises, est-ce qu'on peut responsabiliser un petit peu ces relais managériaux pour
gagner du temps sur un entretien qui ne sera pas forcément en plus pour le candidat très intéressant parce que ça va être redondant, il va se représenter. Donc, sur la durée du process, essayer de le réduire au maximum. Est-ce que vous avez pour habitude, vous, de votre côté, à fixer des KPI, justement, enfin, des objectifs? Parce qu'il y a aussi la limite entre il faut que j'ai des objectifs et ne pas renier sur la qualité. C'est un peu tout l'enjeu. Par exemple, je sais qu'on le voit beaucoup dans les cabinets de recrutement, notamment dans les gros cabinets de recrutement qui mettent un nombre de sourcing, un nombre de préqualifications obligatoires par jour. Et à la fin, quand on est dedans, on a tendance un peu à sourcer ou à appeler n'importe qui pour se dire qu'il faut que j'atteigne mon taux. Donc, c'est un peu la nuance à faire entre je définis des objectifs, mais ces objectifs doivent être raisonnables et coller à la réalité pour qu'on ne passe pas justement dans améliorer son process à baisser sa qualité. Donc, c'est un peu la nuance qu'il faut effectivement avoir. Et bien entendu, après, quand on a défini ses objectifs, c'est bien entendu de les mesurer, d'être capable de pouvoir examiner ces taux, regarder pourquoi ils ne sont pas atteints. Est-ce que finalement, j'ai mené les bonnes actions? Est-ce que je vais sourcer au bon endroit? Est-ce que la qualité de mes entretiens est bonne? Est-ce que ma préqualification téléphonique, peut-être premier contact, n'est peut-être pas assez ciblée ou qu'on ne prend pas assez de critères? Est-ce que les managers sont formés aussi pour passer des entretiens? Est-ce que ça peut être aussi un point? Est-ce que le process est trop long? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions qu'on vous a proposé de se poser, qu'il faut aller mesurer et chercher, et donc bien sûr après agir en fonction. Exactement, et ça, tu fais bien de dire sur la partie qualitative, parce que souvent les candidats, ce qu'ils retiennent, c'est comment ce premier entretien s'est passé, et on part du principe, nous RH, que nos managers, ils savent faire passer des entretiens, donc on les accompagne pas forcément dans un deuxième temps, et on se rend compte que leur donner juste une trame, leur donner 2-3 pistes sur comment mener un entretien. Moi, je suis étonnée, parfois, il y a des clients qui me disent « Est-ce que vous pouvez nous accompagner en entretien ?» Oui, mais je l'ai déjà vu le candidat. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt qu'on en discute avant et qu'on se prépare ensemble plutôt que vous accompagner? Parce que je me rends compte que ce n'est pas un exercice qui est forcément facile. Donc, en tant que RH, peut-être donner des pistes au manager pour qu'il se sente plus à l'aise et que du coup, le candidat, il passe aussi un meilleur moment, qu'il ait une meilleure expérience de son entretien. Et c'est ça qui va lui donner envie aussi de vous rejoindre, mais déjà d'aller au deuxième entretien. Donc, le côté qualitatif, ouais, je pense que tu fais bien d'insister là-dessus, ça, parce que c'est hyper important. Et effectivement, ne pas hésiter à accompagner ses managers ou moi je sais que je leur proposais pour les premiers entretiens de faire le premier entretien avec eux, en fait, où ils étaient observateurs, où ils pouvaient effectivement regarder les questions que je pouvais poser, faire venir les questions RH, façon de mener l'entretien, et après, ils les rappelaient soit au téléphone ou ils les faisaient dans la foulée pour être seul avec eux, pour eux, passer leurs questions techniques et la question des compétences, mais ils se sentaient déjà plus armés. Donc, n'hésitez pas à accompagner vos managers. C'est aussi une façon d'améliorer vos recrutements. Est-ce qu'on a... Ouais. Est-ce que tu veux... J'ai passé trop vite, Sarah, ou c'est... Non, c'est bon, c'était bon pour moi. Enfin, Ok. après, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein. Tu veux que je... Donc, effectivement, après, c'était d'approcher les candidats. Avec, alors quand c'est possible, sur le coup, la première, on peut automatiser certaines tâches qui vous prennent beaucoup de temps et qui du coup vous enlèvent de la qualité sur pas mal de choses, tout en gardant une approche personnalisée, parce que finalement, on l'a tous reçu, je pense, plein de fois sur LinkedIn, le message type de votre profil nous intéresse, on est en recherche de personnes ayant de vos compétences, donc on ne sait pas ce qu'ils recherchent, ni quelles sont les compétences qu'ils ont identifiées. Et surtout, on se dit, tiens, vous n'avez vraiment pas regardé mon profil pour le faire. Donc, personnaliser autant, c'est entre l'automatisation et la personnalisation, c'est un peu comme les KPI, il faut trouver un juste équilibre entre ce qu'on peut faire de façon automatique et ce qu'il faut vraiment garder de façon autonome. Et après, le dernier axe sur lequel on propose, c'est toujours d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de regarder dans les autres entreprises leur façon, d'aller voir les annonces des autres entreprises, de s'inspirer finalement des autres services et d'échanger avec d'autres RH sur comment vous pouvez faire évoluer vos process. Donc là, on vous laissera on va peut-être avancer un peu, je vois le temps qui tourne, mais on vous donnera la présentation. Donc, c'était vraiment une façon de qu'est-ce qu'on peut automatiser.
Donc finalement, et à quoi sert l'automatisation? Alors, il existe des plateformes qui le font, ou je sais pas, où ça peut être fait en interne, ça dépend aussi de vos services. Ça, c'est un peu un choix personnel, surtout qu'on n'a pas de plateforme à vous vendre. Mais le but, c'est effectivement d'accélérer les délais de recrutement, de réduire le coût par embauche, d'améliorer l'expérience candidat et d'améliorer la qualité des embauches. Je pourrais vous donner, j'ai trouvé pas mal de documentation dessus, donc après l'événement, je pourrais vous en envoyer quelques articles si ça peut vous intéresser de le faire. Voilà. Et pareil, sur la personnalisation des approches, Sarah, tu disais, oui, essayer de cibler un message qui ne serait pas le même pour tous les candidats et vraiment de parler du contexte du poste et pas juste des compétences potentielles du candidat. Et comme tu disais, qu'ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ses compétences, donc ils se demandent pourquoi on lui a envoyé un message. Donc tant que faire se peut, effectivement, une approche personnalisée, ça aura beaucoup plus d'impact. En tout cas, on peut avoir une trame générale hein, qui est valable pour tout, parce que c'est très compliqué, surtout dans des métiers, dans des entreprises où on a des structures qui sont complètement étalées, avec des pluralités de métiers, où là, ça devient compliqué d'avoir un message pour chaque poste quand on a des dizaines, des centaines de métiers. Mais en tout cas, essayer d'établir au moins des messages types qui sont des messages qui sont à destination des techs, des messages qui sont à destination des commerciaux, des messages qui sont à destination, au moins par pôle de métier. C'est un peu un minimum, c'est une façon de l'attirer. On attire effectivement pas du tout de la même façon. On n'accroche pas de la même façon un commercial qu'un profil qui va être dans le développement, qu'un profil qui va être dans la recherche, voilà, ou dans l'optique, etc. Donc, c'est au moins essayer de faire un travail par catégorie. Si on ne peut pas le faire par candidat, parce qu'effectivement, quand on a des centaines de postes ouverts, c'est très compliqué d'avoir par poste un message vraiment personnifié, mais on peut peut-être construire quelque chose au moins par secteur. Entre les deux, ouais. La façon, du coup, hein, de réaliser et d'innover, c'était effectivement d'aller chercher ce qu'ils font dans les autres entreprises, d'aller voir notamment ce que je vous disais, hein, ouvrez les annonces de vos concurrents ou de moins du secteur de votre secteur d'activité pour regarder les formations qu'ils peuvent proposer, les technologies qu'ils peuvent utiliser, la façon dont ils communiquent, les rémunérations qu'ils proposent, les avantages. Allez vous inspirer vraiment. Il y a des choses très sympas, même parfois de façon plus globale. Je vais citer l'exemple de Conto avec la description du manager, elle peut être reprise. N'hésitez pas à aller vraiment vous inspirer de ce qui se fait. Je pense que c'est le premier levier et on n'a pas toujours toutes les idées innovantes qui nous viennent à l'esprit. D'autres peuvent les avoir et parfois on peut les reprendre et c'est vraiment sympa. Et puis, surtout, faites en fonction des besoins de vos candidats. On reprend souvent les exemples des techs, mais en l'occurrence, il y a aussi beaucoup d'exemples, de contre-exemples pour toutes les personnes qui sont de la CSP, ouvriers ou employés, qui, par exemple, sont des profils rares que vous n'arrivez pas à avoir, mais qui peuvent être localisés dans d'autres régions. Alors, comment on peut mettre en place une aide au logement, par exemple, pour certains profils? On peut les recruter dans d'autres régions, d'autres pays, mais comment on les accompagne? Est-ce qu'on peut mettre en place un peu de télétravail? Est-ce qu'on peut prendre en charge certains frais, notamment les déménagements? Est-ce qu'on peut aménager des horaires? Est-ce qu'on peut proposer des formations? Ce sont toutes les questions qu'on peut aller voir. Pour vous donner une entreprise qui était à Bordeaux, une entreprise viticole, qui n'arrivait pas du tout à trouver de personnes qui étaient spécialisées dans l'œnologie ou qui pouvaient ne serait-ce que faire les vidanges. Ça avait été un peu une catastrophe. Ils sont allés s'inspirer, ils sont allés publier dans tous les groupes Facebook des autres régions et ils ont en plus proposé, les candidats leur disaient oui, c'est bien, mais moi je suis trop loin. Et ils leur ont mis en place toute une aide au logement pendant les 3 premiers mois, qui en fait correspondait à la fin de la période d'essai. Donc, pendant 3 premiers mois, ils leur trouvaient un logement provisoire. Alors, ça a certes un coût, mais ça leur a permis de pouvoir recruter. Et après, il faut se poser la question, et ça, on l'avait abordé notamment lors de la Tour de Paris, quel est le coût qu'est-ce que ça va me coûter de mettre en place ces avantages par rapport au coût que ça va avoir de ne pas recruter? Si je ne trouve pas mes personnels de restauration, mais que je ferme la moitié de mon hôtel, parce que je n'ai pas ce personnel pour faire le ménage ou les chambres, comme on entend beaucoup parler, finalement, combien me coûte la fermeture de la moitié de mes chambres sur un trimestre par rapport à subventionner un logement pendant 3 mois? Peut-être, il y a d'autres exemples peut-être un peu moins concrets, mais c'est vraiment se poser la question aussi de qu'est-ce que je peux mettre en place. C'est aussi une façon de marketer un peu les actions auprès de ces services, sa direction notamment. Comment je peux dire que ça reste intéressant?
Et d'ailleurs, avec Action Logement, pour toutes les entreprises de 10 salariés, vous cotisez pour que tous les collaborateurs qui, je crois, déménagent à plus de 50 km de chez eux, aient un accompagnement on vous aide à trouver un logement. Les personnes font les visites pour vous. Donc, quand vous arrivez sur place, ça sécurise un petit peu en se disant, OK, j'ai plusieurs visites d'appartements ou de maisons en fonction de mes critères. Et ça me sécurise si je viens notamment en famille. Nous, on le voit pas mal pour les Antilles parce que c'est un gros déménagement. Là, on est à 8000 km. Et c'est vrai que les candidats, à partir du moment où on leur parle de ce Mobility Pass, ça s'appelle, qui est gratuit pour tous les candidats, ça les rassure vraiment et parfois ça génère la réponse favorable à la proposition sur laquelle ils avaient peut-être quelques doutes et au final, là, ça permet vraiment de finaliser le process de recrutement. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, on voulait vous parler de la marque employeur, sujet, je pense, sur lequel vous êtes tous sensibles et sensibilisés. Est-ce qu'on revient sur... je pense que la définition, vous l'avez tous plus ou moins en tête. Pareil, on vous la retrouverait dans la présentation. On vous l'enverra si vous avez besoin d'y revenir. C'était plutôt une petite définition. Et on est revenu sur toutes les initiatives en fait, qui pouvaient favoriser le bien-être des collaborateurs parce qu'on a beaucoup de candidats qui sont très sensibles et parfois on se dit non, c'est pas forcément indispensable d'aménager un cadre de travail qui est agréable et au final, on y passe beaucoup de temps. Donc, ne serait-ce qu'un cadre où on peut être concentré. C'est vrai que parfois, les espaces de coworking, de bureau, où on entend son collègue au téléphone toute la journée, ça peut être compliqué en fonction des activités. Donc, vraiment, adapter les bureaux, favoriser tout ce qui est lumière naturelle, et puis surtout... favoriser la lumière, pas hésiter à mettre des couleurs, à mettre des plantes aussi, ça donne un cadre plus agréable, et puis proposer des activités complémentaires, on n'y pense pas toujours. Sur la pause déjeuner, par exemple, proposer aux collaborateurs de faire du sport ou de faire... il y a de plus en plus d'ateliers qui se développent sur, je sais pas, la pratique du yoga le midi, de la sophrologie, enfin voilà. Donc l'idée, c'est d'offrir un bon compromis aux collaborateurs entre vie pro, vie perso. Et puis tout à l'heure, Sarah, on en parlait, proposer du télétravail, développer peut-être des systèmes de covoiturage, développer des horaires flexibles. Nous, en entretien, on nous demande ça très rapidement. Et pas que sur des profils tech qui peuvent travailler à distance. Vraiment, tous les collaborateurs nous demandent quels sont les aménagements possibles pour mieux concilier ma vie perso avec ma vie professionnelle. Donc, c'est forcément des choses qu'il faut prendre en compte, je pense. Et ensuite, on a réfléchi sur les alternatives. On t'entend pas, Sarah? C'est mieux comme ça. Il y avait effectivement 2 axes. C'était d'une part s'ouvrir à d'autres types de contrats, et ça se fait de plus en plus. Le portage salarial, les freelances. Au début, je sais que beaucoup d'entreprises ont été très longtemps réfractaires à ce type de contrat. Maintenant, ils se banalisent. Et on le fait de plus en plus dans nos entreprises, de recruter vraiment des missions longues sur 6 mois, 1 an, 18 mois, des freelances. Ce sont des profils qui s'intègrent pleinement. Alors, bien entendu, il y a toute la nuance qu'il faut toujours mesurer entre ne pas être requalifié en contrat avec tout le lien de subordination, tout en l'intégrant pleinement à l'entreprise. Il y a un travail à faire. Il y a des entreprises qui le font très bien. Je sais qu'en plus, il y a des guides qui sont sortis. Et puis, si vous voulez qu'on en reparle plus longuement, on pourra le faire. Mais ouvrez-vous à d'autres profils. En tout cas, c'est se dire, est-ce que finalement, je ne peux pas prendre un CDI? Est-ce que je ne peux pas m'orienter vers un freelance? Est-ce que des contrats en intérim ne peuvent pas être une solution, etc. Ouvrez-vous pas forcément en disant, je veux un CDI, c'est un CDI. De toute manière, la mobilité fait qu'aujourd'hui, il n'est pas rare que même après 2 ans, même les CDI s'en aillent pour trouver d'autres missions. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas miser directement sur d'autres profils dès le début, quitte à les CDIser après? Et en plus, ça vous permet d'accéder à d'autres champs de compétences, à d'autres plateformes. On pense à Malte, qui est un grand classique, mais il y en a plein d'autres. Trouver des profils qui sont plus experts. C'est pas mal c'est une ouverture aussi
dans d'autres fonctions. Et la dernière chose, c'était aussi mobiliser vos compétences internes. Parce que peut-être que vous avez déjà finalement les compétences que vous recherchez au sein de votre entreprise. Et peut-être que du coup, on peut décaler finalement le problème de recrutement si vous avez, je ne sais pas, je cherche un profil un peu pénurique, mais on va prendre un ouvrier qui a une maîtrise spécifiquement d'un outil, un mécanicien spécialisé dans l'électronique, par exemple. Ça se trouve, votre mécanicien qui à côté était spécialisé dans une autre branche est passionné de ça et peut être formé rapidement là-dessus, et ça vous permet de de le faire monter lui en compétences et de recruter du coup un autre profil. Comme sur certains profils techniques qu'on peut avoir, ils ont peut-être des connaissances et technologies, ça vous permet d'aller recruter finalement le poste vacant qui se libère. Et c'est aussi à faire dans les compétences soft et hard skills. Je sais que pour prendre l'exemple de cette entreprise qui était à Bordeaux, ils n'arrivaient pas à trouver de serveurs. Par contre, ils avaient plein de personnes qui s'occupaient, parce qu'ils faisaient aussi de l'organisation d'événements, mais ils avaient plein de personnes qui étaient finalement dans d'autres services, mais qui avaient ces compétences-là. Donc, ils ont recruté, ils ont basculé en fait au point dans leur service, ces personnes-là pour cette mission-là. Donc, c'est aussi une façon de dire, allez chercher dans vos collaborateurs, quelles sont leurs passions, quels sont leurs centres d'intérêt, est-ce qu'ils ont des compétences. Je sais que dans l'entreprise, on n'arrivait pas à trouver une formation qu'on pouvait intégrer à plein temps d'entreprise, une formatrice en anglais. On avait une personne qui était bilingue, elle est devenue formatrice au sein de l'entreprise. On lui a libéré une journée par semaine pour faire ça. Donc voilà, c'est vraiment se dire comment dans l'entreprise, quel est déjà mon noyau dur et comment je peux aller chercher dans ce noyau des compétences dont je peux avoir besoin. Je ne sais pas, Célia, si tu veux compléter. Non, c'est très bien. C'est très clair. Tu as fait le tour. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Oui, c'est bon. Ouais. On voulait vous laisser 10 minutes si vous voulez soit nous refaire un tour, soit nous parler de votre expérience, soit de vous parler des techniques que vous avez qu'on n'aurait pas forcément abordées. On est vraiment preneuse de vos retours aussi. Ça fait 50 minutes qu'on vous parle et on serait ravis d'avoir vos retours aussi. Et voilà, vos difficultés ou vos réussites, au contraire. On peut aussi parler de ce qui marche très bien. N'hésitez pas, la première... Pascal, oui, Charles, j'avais une petite question à te poser. Tu parlais dans ta présentation rapidement de gaming et de dons et tout ça, et j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus, par curiosité. Oui, avec plaisir. Ça va être l'occasion de revenir sur quelques points de ce que vous allez présenter là pendant 50 minutes. En fait, nous, on intervient sur... pour faire simple, on essaye d'allier le besoin des entreprises de leur évaluation de soft skills, parce qu'en fait, c'est une part importante maintenant, en tout cas de plus en plus importante, les soft skills, c'est un secret pour personne ici, j'imagine. Et souvent, c'est comment on fait pour sortir des questions classiques en entretien, comment on fait pour mettre en situation le candidat et pas simplement se fier à son discours. Donc nous, en fait, on a développé ça, on passe par la mise en situation. Et donc, on fait vivre une expérience candidat super, hein, et c'est pas simplement nous qui le disons, c'est les candidats qui passent par chez nous. On leur fait vivre un action game, en fait, hein, pour faire simple. Donc, action game, pour faire simple, c'est un peu un cousin de l'escape game. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant, mais ce qui nous permet de voir quoi? De voir le candidat tel qu'il est vraiment, et donc de faire état de ce qu'il peut avoir dit en entretien, ou en tout cas de le montrer différemment. Ce qui m'intéressait de partager là, c'est qu'en fait, de ma propre expérience, parce que j'ai un peu travaillé sur le sujet pendant quelques temps, en fait, on a des profils pour qui l'entretien fait de moins en moins sens. Et pourtant, c'est aujourd'hui la plupart des phases de recrutement passent par ça, hein. Il y a au moins un entretien, voire deux, voire trois, etc., etc. Et pour autant, le candidat, il va se dire, bon, je sais bien que c'est un passage obligatoire, mais pour autant, je ne trouve pas que ça permette de juger de ce que je suis réellement, parce que je ne suis peut-être pas à l'aise avec les services, et pourtant, je peux être très compétent dans ce que je vais faire. Ou alors, je ne sais pas comment me mettre en avant, je n'ai jamais fait ce travail-là. Et passer par la situation telle que nous, on la propose, mais comme d'autres entreprises le font, c'est une vraie source, aussi bien pour le candidat, parce qu'il ressort grandi et ça lui apprend aussi à remarquer des choses et à s'appuyer sur certains éléments pour se mettre en avant.
Et en plus, ça permet aux recruteurs de faire vivre quelque chose de qualitatif et en même temps de voir le candidat dans des situations qui vont être transposables après à la vie en entreprise. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Donc il y a cette notion de gamification parce qu'on va faire vivre quelque chose qui va passer par le jeu, mais d'un point de vue aussi événementiel parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que tout ça soit en robot. Donc ambiance agréable, accueil, café, thé, fruits, enfin bref. Et puis partage après dans des lieux un peu plus, nous, on a qu'un soit vraiment dans une ambiance qui va permettre de personnaliser la relation. Parce qu'au-delà de ce que je vous disais par rapport à l'entretien, qui est parfois finalement pas toujours très, enfin, qui peut en bloquer certains, il y a aussi cette notion de j'ai envie de rencontrer une personne et pas juste un ou une RH. J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va me parler et où je vais avoir l'impression que j'ai quelqu'un qui me comprend et qui est un allié pour moi. Et donc ces moments-là qui sont des moments privilégiés, ça participe énormément de la marque employeur après pour l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous partager sur ça. Et sinon, après, je partage évidemment pour tout le reste. Nous, on essaye de donner le côté fun, mais objectif, hein, puisque bah, il y a ces doubles enjeux-là pour les RH. Oui. Et, et ça marche assez bien hein, aujourd'hui, aussi bien pour du individuel que collectif d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui sont concernées par ça, mais la mise en situation, c'est assez générique dans le sens où en fait, on peut s'adresser à quand même pas mal de situations, aussi bien le collectif que plein de métiers différents en fait. Ok. Mais merci Charles pour les précisions. Je vous en prie. J'ai regardé tout ça. C'est bien, vous parliez. Moi, j'avais. Je me permets. Vous m'entendez? Oui. Vous parlez de dons. En fait, c'était moi effectivement plutôt sur les. Ah d'accord, ok. Je me suis mélangée de présentations. Ouais, alors je veux bien du coup aussi. Ouais. Donc, nous, l'approche. Alors moi, j'ai de la chance. Malheureusement, je ne recrute pas encore suffisamment. J'ai des candidats qui viennent en candidature spontanée assez régulièrement. J'ai la chance de proposer des métiers qui consistent à avoir comme métier de convaincre les entreprises de lever des fonds pour des associations. Donc, je pense qu'il y a pire comme job. C'est quoi ton KPI? Moi, mon KPI, c'est j'ai levé 3 000 euros pour des assos aujourd'hui. Il y a pire. Voilà. Donc, très concrètement, c'est vrai qu'on a plutôt une marque employeur qui spontanément est assez positive. Mais notre métier, c'est justement d'accompagner les entreprises sur la proposition de sens qu'elles apportent. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, je souscris à beaucoup de choses, mais j'ai trouvé peut-être dommage qu'on n'évoque pas la différenciation par le sens, qui est un levier important dans l'attractivité, parce que je discutais l'autre jour, un autre afterwork RH présentiel sur Lyon, on avait un débat avec un DRH qui se plaignait de l'escalade des rémunérations. Et je dis, mais en fait, c'est un petit peu comme en vente, hein, on est à l'escalade du prix le plus bas. Et la question, c'est si on ne veut pas rentrer dans ces logiques-là, à un moment, il faut changer de terrain. Quand le collaborateur est bien payé, quand il a des locaux agréables, quand il a peut-être besoin de s'accomplir, il a peut-être aussi besoin de donner du sens. Les entreprises ont souvent tendance aujourd'hui à dire le sens, c'est le sens qui a été un peu édicté par la direction, c'est les valeurs qu'on a potentiellement inscrites sur les murs. Mais la réalité du collaborateur qui vient, c'est que, alors, il vient d'une société peut-être plus individualiste qu'avant, ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir des engagements personnels et qu'une entreprise qui va pouvoir permettre à un collaborateur de se retrouver dans ses engagements personnels au sein de son entreprise va véritablement avoir un avantage concurrentiel. Et donc, c'est sur ce travail c'est ça qu'on propose. Donc, globalement, pour vous expliquer la démarche, nous, on travaille en plusieurs temps. On commence par faire un audit avec l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, et on interroge les collaborateurs sur leurs ressentis. Ça nous permet d'extraire, sur la base d'associations partenaires avec lesquelles on travaille, une liste d'associations qui recouvrent un large spectre de causes, mais qui sont compatibles avec les valeurs de l'entreprise. Et à partir de là, on va affecter à chaque collaborateur un montant. Alors, l'entreprise dit, je veux mettre 20 euros, je veux mettre 50 euros, je veux mettre 100 euros par collaborateur, et chaque collaborateur va pouvoir proposer, va pouvoir tout au long de l'année, au gré d'une enquête interne, d'un challenge, de n'importe quel moment, gagner des dons pour l'association de son choix. Et donc, nous, on gère vraiment tout le côté administratif, on gère les reçus fiscaux, notamment les mises en place, les plateformes, les notifications, et on va accompagner finalement
la direction des ressources humaines sur une stratégie qui va consister à faire passer des messages, on propose des quiz solidaires, le score obtenu est égal à un don à l'association. On va proposer des enquêtes internes. Quand je participe, je collecte un don pour mon association. On va mettre un challenge moins de carbone égale plus de dons à mon association, par exemple contre le handicap. Donc, on va changer on va pas systématiquement créer un lien entre les deux sujets. L'idée, c'est vraiment d'aller au plus près des valeurs personnelles de chacun et de permettre à chacun de trouver du sens dans le collectif. Et on n'oppose pas du tout le collectif et l'individuel, mais on considère qu'un collectif qui ne prend pas en compte les valeurs individuelles se prive d'une part d'engagement, et c'est sur ça qu'on travaille. Et puis alors pour les usages, un des usages, en ce moment on est en train d'accompagner une entreprise sur le sujet, on est en train de constituer pour eux en fait un petit formulaire qui va être mis à la fin d'une vidéo de présentation du métier. Et globalement, la mécanique qui est proposée, ça va être réagissez sur les métiers. Donc en fait, c'est une présentation du métier de chef de chantier. À l'issue, les gens vont réagir sur ce qu'ils ont perçu, un petit jeu et un petit quiz avec un QR code qui est proposé en fin de vidéo, et vont découvrir à travers ce jeu, parce que le jeu va générer un don à l'association choisie par la personne qui aura regardé la vidéo. Donc on est vraiment en train de capter des gens qui ont, pendant 1 minute ou 2, ont vu un métier qui leur a été présenté, et d'avoir un feedback directement en disant ce métier il me plaît pas. À la limite, s'il me plaît pas, c'est aussi intéressant d'avoir un retour. C'est aussi un retour sur la qualité de la vidéo, sur ce que les gens ont ressenti. Peut-être qu'il y a des messages qu'on veut faire passer et qui ne sont pas passés. Et l'idée pour nous, à travers ça, c'est aussi d'aider l'entreprise à enrichir sa base de contacts avec des gens qui peuvent exprimer des préférences. Moi, j'aimerais bien que vous me recontactiez pour des emplois dans votre entreprise s'ils sont sur telle ou telle thématique, et de se constituer, comme une entreprise commerciale le ferait, une base de contact à laquelle on envoie une newsletter. En tout cas, on a un opt-in à laquelle on peut dire écoutez, pour vous, je vous envoie en avant-première. Nous, quand on a un poste qui s'ouvre, vous serez les premiers prévenus sur nos opportunités professionnelles. Et là, on reverse un petit peu la tendance. On vient, à partir de là, finalement, faire des gens qui vont recevoir ces offres des privilégiés, et pas des gens auprès de qui on vient quémander. Merci Christophe. Et effectivement, je vous rejoins, le sens et la valeur font partie intégrante. Après, c'est vrai qu'on n'avait qu'1 heure, on a pris quelques parties. Mais c'est effectivement quelque chose d'important et qu'il faut arriver à communiquer. Et au-delà de votre initiative, il y a aussi plein d'autres initiatives qui en font partie. On pense au mécénat de compétences, notamment, qui se développe pas mal aussi et qui est intéressant. Alors, on a des partenariats sur ces sujets-là. En fait, c'est vrai qu'on essaie de faire des passerelles. Le mécénat de compétences, il faut que les entreprises puissent le mettre en place et que les associations puissent les accueillir. Mais on est en train de mettre en place des partenariats, notamment que Vendredi, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaillent sur ces sujets, justement pour pouvoir avoir un continuum entre du don financier et après des engagements plus conséquents et un peu plus structurants, comme le mécénat de compétences. Virginie, il me semble que vous vouliez un moment prendre la parole, je ne sais pas. J'ai cru, mais peut-être… Si, après, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais j'avais juste une question à demander à Charles, puisque du coup, je voulais savoir ce que c'était exactement les Action Games. Du coup, pas sans trop détailler, mais je voulais voir ce que c'était, ce qui était mis en place. En fait, les Action Games, le principe, c'est de s'appuyer sur un modèle qui est un peu entre Escape Game et Fort Boyard. C'est-à-dire qu'un Escape Game, c'est 1 heure dans un scénario de 2, 3 ou 4 salles. Là, un Action Game, on va être beaucoup plus dynamique. Nous, dans notre cas, c'est 3 minutes par salle. Il y a 17 salles en tout. Donc, en fait, ça met en action non seulement la capacité de réflexion, d'analyse, de travail d'équipe, mais il y a aussi de résilience, d'esprit critique, de prise de recul, et tout un tas d'autres soft skills qui vont être observés et qui vont pouvoir être analysés. Donc, ce côté dynamique, en plus, embarque beaucoup plus le candidat qu'un escape game où, au-delà de l'activité en elle-même, il va continuer à se poser des questions sur comment est-ce qu'il doit se comporter, quelle est la bonne attitude à avoir, ce genre de choses. Là, l'Action Game, on n'a pas le temps de jouer avec ça. En fait, le masque tombe au bout d'un moment. Donc, c'est ça l'intérêt. Okay. Et ils sont plusieurs candidats, c'est plein de candidats en même temps. Oui, le but c'est de faire collaborer des candidats à un même poste. Alors du coup, ça donne quelque chose d'assez original, mais ils jouent très vite le jeu, sans le mauvais jeu de mots, parce que ils comprennent que de toute façon, ils vont être dans le même bateau.
Donc, ils ont tout intérêt à collaborer pour arriver au résultat derrière escompté. Ok. Et du coup, j'avais une petite question aussi. Est-ce que dans ce modèle-là, donc c'est juste des candidats pour le même poste ou il y a aussi des personnes avec qui ils vont travailler dans les futures équipes, par exemple, qui sont aussi en train de faire le jeu avec eux? Les deux cas sont possibles. Ok. Les deux cas sont possibles. Ça, c'est aussi en fonction des besoins de l'entreprise et de ce qu'elle veut transmettre dans cette activité-là. Mais c'est très bien d'avoir des gens justement de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que je voulais préciser. En fait, nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même si les outils digitaux sont très pratiques, aussi bien pour le candidat que pour les recruteurs, nous, la dernière stat qu'on avait en tête, c'était que 80% des jeunes, en tout cas, souhaitent encore avoir des entretiens physiques avec les recruteurs parce que ça leur permet de sentir les choses. Donc, c'est pas que les recruteurs, finalement, c'est aussi les collaborateurs, puisque ça gage de quelque chose, ça montre qu'il y a ça transmet quelque chose, en fait. Merci du coup. Est-ce qu'il y a des questions? Et merci Charles hein, pour les précisions. Et effectivement, le digital ne fait pas tout. C'est une bonne aide qu'on a peut-être un peu surdéveloppée depuis 2 ans. Mais le contact humain et puis même effectivement sentir l'ambiance, se rapprocher, rencontrer du monde, voir comment ça se passe au quotidien, c'est aussi, je pense, indispensable. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté ou est-ce qu'on vous libère? Juste, oui, je me permets, je viens de le mettre dans le chat. J'invite ceux qui le souhaitent à venir participer. On organise chaque mois des ateliers collaboratifs on a des ateliers RH, des ateliers marketing avec différents métiers pour essayer de réfléchir à des cas concrets amenés par des DRH ou amenés par des professionnels. Et au cours de ces ateliers, on réfléchit, c'est vraiment un atelier complètement participatif, il n'y a pas de présentation, pas de tout ça, mais on part vraiment sur un problème et on essaie de construire ensemble, sur une durée de 45 minutes, une stratégie qui intègre dans son fonctionnement un impact sociétal ou environnemental. Ça fait partie de notre ADN, donc c'est pour ça qu'on l'impose. C'est la seule contrainte qu'il y a sur ces ateliers-là. Et on est bien évidemment, on sera très heureux de vous accueillir pour, si vous le souhaitez, y participer. J'ai mis le lien dans le partage et le prochain a lieu le 13 octobre. Voilà, donc si vous le souhaitez, ce sera vous serez les bienvenus. Alors merci. Je vois aussi également le commentaire de Bruno. Les recruteurs sont-ils prêts à changer leur façon de recruter? Je crois que ça dépend de chacun. Je pense qu'il n'existe pas de bonne réponse. Mais en tout cas, oui, il faut s'adapter. Ça fait partie des changements et de la transformation RH qu'on préconise. Donc, espérons que la réponse soit positive, Bruno. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir prêté votre pause déjeuner. On était ravis de vous accueillir. Et puis, pour le mois prochain, on aborde toute la thématique autour de la marque employeur. Sur le coup, c'est pour ça qu'on a fait aussi brièvement, parce qu'elle va être évoquée. On a Decathlon et la Collab qui viendront vous faire des événements sur comment eux ont mis leur marque employeur au sein de leurs entreprises. Et puis voilà, vous connaissez Decathlon qui est assez bien réputé pour le faire. Donc voilà, on vous envoie les liens, les infos tout prochainement. Merci en tout cas à tout le monde. Et puis merci Célia aussi. Merci à tous. Je te laisse lever de si bon matin pour toi. Ouais, la journée commence bien, c'est très bien. Merci à vous tous et puis au plaisir d'échanger sur les réseaux avec vous.